Je ne suis pas historien. Je suis simplement curieux et passionné par l'histoire d'Amboise, et cette curiosité m'a amené à découvrir des éléments historiques que j'ai eu envie de partager. En mars 1465, Louis XI n'est devenu roi que depuis 4 ans. Dans sa volonté de consolider un royaume fragilisé par la guerre de 100 ans qui vient de se terminer, il se heurte à la haute noblesse qui va se coaliser contre lui dans une révolte que l'histoire a retenue sous le nom de Ligue du bien public. La liste des princes coalisés est longue et on ne retiendra que les plus importants: Charles de France, propre frère du roi, déjà Charles le Téméraire, le duc de Bourgogne et François II, duc de Bretagne. Le 25 avril 1465, alors qu'il se prépare à attaquer en premier le duc de Bourgogne qu'il croyait avoir le temps de réduire avant la réunion des troupes de Bretagne et de Bourgogne, Louis XI, qui apprécie la position fortifiée de son château, fait venir les gens d'Amboise et leur dit qu'il leur confiait la charge et la garde des villes et chastels d'Amboise, qu'ils apportassent leurs pots et cuillères aux 10 chastels, qu'ils boivent ces vins lorsqu'ils y seraient, qu'il y ferait venir la reine, qui était alors à Tours, et qu'ils ne rendissent la place, sinon à Monseigneur le roi. Les principaux habitants, sorte de conseil municipal de l'époque, se réunissent alors au château et décident que 6 hommes des plus vigoureux seraient de garde à la porte du château et autant aux portes de la ville. Le 29 juin, on vérifie les fortifications et on détermine les réparations à effectuer. Après la bataille de Montlhéry le 16 juillet, le roi écrit aux Amboisiens: « Nous vous demandons et commandons bien expressément que vous recueilliez dans notre ville d'Amboise tous les gens de guerre de notre parti qui s'y sont réfugiés après la bataille. » Ce qui imposa aux Amboisiens la charge de subvenir aux besoins de ces soldats. Le 16 août, le comte du Maine nomme Monsieur de Montsoreau commandant de la ville et du château avec une garnison de 20 lances. Les Amboisiens envoient alors un messager, Jean Pertuis, pour aller trouver le roi Louis XI en Normandie et lui demander s'il devait confier le château dont on leur avait confié la responsabilité à Monsieur de Montsoreau. Le roi répondit que son bon plaisir était que Monsieur de Montsoreau et ses 20 lances soient logés au-dedans de la ville pour la garnison d'Issel, sans que les Amboisiens soient déchargés de la garde de la ville et du château. Enfin, le 21 octobre, Monsieur de Chabannes apporte aux habitants d'Amboise réunis en assemblée un message du roi demandant aux manants et habitants de la ville d'Amboise de remettre les clés de la ville à la reine et les remercie de leurs efforts. Ainsi s'est terminé cet épisode de la ville d'Amboise où les Amboisiens, sans avoir, il est vrai, à affronter de réels dangers, purent montrer au roi leur détermination et leur soutien. En 1772, arrivent à Amboise, à la demande du duc de Choiseul, 2 personnages venant de la Charité-sur-Loire où ils ont créé une manufacture de quincaillerie. Le premier est anglais et s'appelle Hyde. Le second a pour nom Jean-Baptiste Sanche. Sanche est né vers 1739 à Carcassonne et appartient à la noblesse avec le titre d'écuyer. Le duc de Choiseul les installe dans le château d'Amboise dont il est à l'époque propriétaire pour y implanter la manufacture royale de quincaillerie, taillanderie et bijouterie de toutes sortes de métaux façon d'Angleterre. La lettre patente stipule que la création de la manufacture sera, je cite,
le moyen d'occuper les jeunes gens de 8 à 12 ans. En 1778, un horloger de Genève, Vaucher, installe une manufacture de Limes à la Noiret qui fait alors partie de Saint-Denis-Or. Cette manufacture se trouvait à l'emplacement aujourd'hui du magasin Netto. C'est cette manufacture que Jean-Baptiste Sanche, qui n'est plus associé avec Hyde, rachète en 1782 et transforme le 14 septembre 1784 en manufacture royale d'acier fin d'Amboise. Le but est de fabriquer des aciers de qualité pour ne plus être dépendant de l'Angleterre, mais avec du minerai français, c'est-à-dire en se passant des minerais suédois. En 1787, la manufacture emploie plus de 150 ouvriers, produit 164 tonnes d'acier et est réputée comme étant la plus importante du royaume. Malheureusement, elle ne parviendra jamais à produire des aciers d'une qualité suffisante avec le minerai français. En 1793, Jean-Baptiste Sanche est évincé par Jean-Baptiste Ducruzel, avec qui il vient de s'associer. Leur conflit, qui prendra une tournure juridique, va durer plusieurs années et porte, entre autres, sur le moulin du Temple, qui s'appelle aujourd'hui Moulin à Fer, qui se situe au bord de la Masse et qui était utilisé pour la fabrication des limes. Le 9 germinal en 6, c'est-à-dire le 29 mars 1798, la manufacture est transférée de la Noiret au couvent des Cordeliers et va se concentrer sur la fabrication de limes. En 1807, Pierre-Nicolas Saint-Brie, le premier d'une longue lignée de Saint-Brie, arrive à Amboise et fait l'acquisition auprès de Jean-Baptiste Ducruzel de cette entreprise de limes qui continuera son activité jusqu'à la fin du XIXe siècle. En 506, ce que nous appelons aujourd'hui la France était coupé en deux. Au nord de la Loire, Clovis, roi des Francs, étendait son autorité. Au sud de la Loire, Alaric II, roi des Visigoths, régnait en maître. Mais alors que la partie franque du territoire était devenue chrétienne depuis le baptême de Clovis, la religion qui prédominait au sud était l'arianisme, une doctrine chrétienne fondée par Arius au IVe siècle, considérée comme hérétique par Rome. Les Gallo-Romains, qui étaient présents au sud du territoire avant l'arrivée des Visigoths, étaient restés fidèles à Rome et étaient persécutés par Alaric II. Ils firent donc appel à Clovis pour lui demander d'obtenir d'Alaric II des concessions leur permettant une pratique apaisée de leur religion. Par l'entremise de Théodoric, roi des Ostrogoths, une entrevue entre Clovis et Alaric fut organisée, et c'est Amboise qui fut choisie comme lieu de rencontre. L'historien Grégoire de Tours rapporte que, s'étant joints dans une île sur la Loire, située près du bourg d'Amboise, ils conversèrent, mangèrent et burent ensemble. Après s'être promis amitié, ils se retirèrent en paix. On peut imaginer que l'entrevue eut lieu sur l'île d'Or ou sur l'île Saint-Jean, puisqu'à l'époque les deux îles n'étaient pas réunies. Malgré l'apparente réconciliation entre les deux souverains, Clovis, qui ne supportait plus la présence de la religion arienne chez les Visigoths, envahit en 507 leur territoire et tua en combat singulier Alaric II à la bataille de Vouillé près de Poitiers. À la suite de cette victoire, Clovis prit possession de l'ensemble du territoire qui deviendra la France. Après avoir appartenu au roi de France depuis 1430 et au duc de Choiseul en 1765, le château d'Amboise devient la propriété de la famille d'Orléans pendant la Restauration. À la Révolution de 1848, il entre dans le domaine public
mais est restitué au comte de Paris, Philippe d'Orléans, le petit-fils de Louis-Philippe, en 1872 sous la Troisième République. Le château est à l'époque dans un triste état et Philippe d'Orléans entreprend d'importants travaux de restauration sous la direction de l'architecte Victor Ruprecht-Robert. Mais en 1886, les travaux doivent s'interrompre car Philippe d'Orléans est contraint de quitter la France. En effet, la République est encore fragile à cette époque et la loi du 22 juin 1886, appelée communément loi d'exil, stipule dans son article 1er que le territoire de la République est et demeure interdit aux chefs des familles ayant régné en France et à leurs héritiers directs dans l'ordre de primogéniture. Et c'est donc à Stowe House, en Angleterre, où il s'est retiré, que Philippe d'Orléans meurt le 8 septembre 1894. Comme il a des enfants mineurs, l'État français oblige ses descendants à se séparer de 10 propriétés, dont le château d'Amboise. Pour se rendre compte de l'état dans lequel est le château à cette époque, il suffit de comparer les mises à prix de certaines propriétés. Le château d'Eu en Normandie est mis à prix 5 millions de francs, mais c'était le château préféré de Louis-Philippe, objet de toutes ses attentions, et il y a même reçu la reine Victoria. Une propriété à Cannes est mise à prix 300 000 francs. Quant au château d'Amboise, sa mise à prix n'est que de 60 000 francs. La vente aura lieu le 13 novembre 1895 et c'est Henri d'Orléans, duc d'Aumale et fils de Louis-Philippe, qui pour 147 000 francs en fera l'acquisition. Pour la petite histoire, le journal Le Gaulois du 14 novembre 1895 rapporte qu'un boucher d'Amboise aurait participé aux enchères et serait, en partie, responsable d'avoir fait monter à 147 000 francs une vente qui démarrait seulement à 60 000. Le château fut alors intégré à la société civile de Dreux, qui regroupait tous les biens possédés en indivis par les descendants de Louis-Philippe. Le château devint alors une maison de retraite, car on transféra les 36 pensionnaires de l'hospice d'Enghien et d'Orléans, où étaient les anciens serviteurs de la famille d'Orléans. On érigea dans la continuité de l'aile Louis XII, ce bâtiment disgracieux que l'on peut voir sur les cartes postales anciennes, qui était un dispensaire et qui servit jusqu'en 1935, date à laquelle il fut heureusement détruit, les pensionnaires restants étant retournés à Chantilly, permettant au château depuis cette date de ne se consacrer qu'au tourisme.